Ils arrivèrent 2 jours plus tard, le 24 juillet. Elle n'avait pu préparer tout ce qu'elle voulait. Ses vieilles jambes n'en pouvaient plus. Elle boitillait péniblement, incapable de marcher sans sa canne, et c'est à peine si elle pouvait pomper l'eau du puits. Le lendemain du jour où elle avait tué les poulets et chassé les belettes, elle avait dormi presque tout l'après-midi, épuisée. Elle avait rêvé qu'elle franchissait un col, très haut dans les montagnes rocheuses, à l'ouest de la ligne de partage des eaux. La route numéro 6 serpentait entre 2 hautes murailles rocheuses, plongées dans l'ombre toute la journée, sauf une demi-heure vers midi. Dans son rêve, il faisait nuit, une nuit sans lune. Quelque part, des loups hurlaient. Et tout à coup, un œil s'était ouvert dans le noir, un œil qui roulait horriblement de part et d'autre, tandis que le vent sifflait lugubrement dans les pins bleus. C'était lui, et il la cherchait. Après cette longue sieste agitée, elle s'était réveillée, un peu reposée. Une fois encore, elle avait prié Dieu de la laisser en paix, ou du moins de la laisser prendre un autre chemin que celui qu'il voulait qu'elle suive. Au nord, au sud ou à l'est, Seigneur, et je quitterai Hemmingford Home en chantant tes louanges. Mais pas à l'ouest, pas vers l'homme noir. Les rocheuses ne suffisent pas, entre lui et nous, les Andes ne suffiraient pas. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Tôt ou tard, quand l'homme jugerait qu'il était assez fort, il se mettrait à la recherche de ceux qui s'opposaient à lui. Sinon cette année, et alors la suivante. Les chiens avaient disparu, emportés par le fléau, mais les loups continuaient à hanter les montagnes, prêts à se mettre au service de la créature de Satan. Et les loups ne seraient pas seuls à se mettre à son service. Le jour où la visite arriva enfin, elle avait commencé sa journée à 7 heures du matin. Elle alla chercher du bois, 2 bûches à la fois, jusqu'à ce que le poêle soit bien chaud et le coffre à bois plein. Dieu lui avait fait la grâce d'une journée fraîche, nuageuse, la première depuis des semaines. Peut-être pleuvrait-il à la tombée de la nuit. En tout cas, c'est ce que lui disait le fémur qu'elle s'était cassé en 1958. Elle fit cuire ses tartes, garnies de la rhubarbe et des fraises qu'elle était allée cueillir au jardin. Les fraises venaient de mûrir, loué soit Dieu. Il était bon de savoir qu'elles n'allaient pas se perdre. Elle se sentit mieux à faire ainsi la cuisine, car la cuisine, c'était la vie. 2 tartes aux fraises et à la rhubarbe, une autre aux myrtilles et encore une autre aux pommes. Il lui restait encore des myrtilles et des pommes en boîte sur les étagères de la cuisine, et l'odeur de la pâtisserie remplit l'air du matin. Elle mit les tartes à refroidir sur l'appui de la fenêtre, comme elle l'avait fait toute sa vie. Puis elle prépara de son mieux la pâte à frire, mais ce n'était pas facile sans œufs frais. Elle aurait dû y penser quand elle était au poulailler, qu'elle était donc sotte. Eux ou pas, au début de l'après-midi, la petite cuisine au plancher inégal et au linoléum usé sentait bon le poulet frit. Il commençait à faire chaud à l'intérieur. Elle sortit donc en boitillant sur la véranda pour faire sa lecture quotidienne en s'éventant avec une vieille revue aux pages cornées. Le poulet était cuit à la perfection, croustillant, tendre et juteux. Et l'un des visiteurs, qui viendrait tout à l'heure, n'aurait qu'à aller cueillir 2 douzaines d'épis de maïs, puis ils mangeraient tous dehors. Elle enveloppa les morceaux de poulet dans des serviettes de papier, revint s'installer sur la véranda avec sa guitare, s'assit et se mit à jouer. Elle chanta tous ses cantiques favoris de sa voix haute et chevrotante qui flottait dans l'air immobile. Elle trouvait cette musique si jolie, mais son oreille n'était plus assez bonne pour qu'elle soit tout à fait sûre que sa vieille guitare était bien accordée. Et elle joua un autre cantique, et un autre encore. Elle en commençait un lorsqu'elle entendit un bruit de moteur au nord, un bruit qui venait dans sa direction. Elle cessa de chanter, mais ses doigts continuèrent à gratter distraitement les cordes, tandis qu'elle penchait la tête pour mieux écouter. Ils arrivent. Oui, Seigneur, ils ont trouvé le chemin. Et elle voyait maintenant le panache de poussière que soulevait le camion en s'engageant sur la route de terre qui s'arrêtait dans sa cour. Elle était si contente d'avoir de la visite. Heureusement, elle avait mis ses habits du dimanche. Elle cala sa guitare entre ses genoux et mit sa main en visière, quoiqu'il n'y eût toujours pas de soleil. Le bruit du moteur grandissait. Dans un instant, là où le maïs s'ouvrait et faisait de la place pour la mare ou les vaches de Calgoudel, oui, elle le voyait, un vieux camion Chevrolet qui avançait lentement. La cabine était pleine, 4 personnes entassées là-dedans. Elle avait toujours bon œil à 108 ans. Et 3 autres à l'arrière, debout sur le plateau. Un blond plutôt mince, une jeune fille aux cheveux roux au milieu. Oui, c'était lui, un garçon qui venait tout juste d'apprendre à être un homme.
Cheveux foncés, visage étroit, front haut. Il la vit, assise sous sa véranda, et se mit à lui faire de grands gestes. Un instant plus tard, l'homme blond l'imitait. La fille aux cheveux roux se contentait de regarder. Mère Abigail leva la main et leur rendit leur salut. « Loué sois-tu, mon Dieu, pour les avoir amenés jusqu'ici, murmura-t-elle d'une voix rauque, et des larmes brûlantes ruisselèrent sur ses joues. « Merci, mon Dieu !» Le camion entra dans la cour en cahotant. L'homme qui était au volant portait un chapeau de paille orné d'une grande plume coincée sous un ruban de velours bleu. « Ouh !» hurla-t-il en faisant un grand geste. « Bonjour, madame ! Nick pensait bien vous trouver là !» Il klaxonnait comme un fou. Assis à côté de lui, dans la cabine, il y avait un homme dans la cinquantaine, une femme du même âge et une petite fille en salopette de velours côtelée rouge. La petite fille suçait son pouce en agitant timidement l'autre main. Le jeune homme au bandeau et aux cheveux noirs, Nick, sauta du camion qui roulait encore. Il reprit son équilibre, puis s'avança lentement vers elle, grave, solennel, mais les yeux brillants de joie. Il s'arrêta devant l'escalier de la véranda, puis regarda autour de lui, étonné. La cour, la maison, le vieil arbre avec la balançoire, et surtout elle. « Bonjour, Nick, dit-elle. Je suis contente de te voir. Dieu te bénisse. » Il lui fit un large sourire, puis se mit à pleurer. Il monta l'escalier, prit ses mains entre les siennes. Elle lui tendit sa joue ridée, et il l'embrassa doucement. Derrière lui, le camion s'était arrêté, et tout le monde était descendu. L'homme qui conduisait tenait dans ses bras la petite fille en salopette rouge, dont la jambe droite était prise dans un plâtre. La petite se cramponnait au cou bronzé de l'homme. À côté de lui, la femme dans la cinquantaine, puis la rousse, puis le garçon blond avec la barbe. Non, ce n'était pas un garçon ordinaire, pensa mère Abigail, c'était un simple d'esprit. Et en dernier, l'autre homme qui se trouvait dans la cabine. Il essuyait les verres de ses lunettes cerclées de fer. Nick la regardait avec insistance, et elle lui fit un signe de tête. « Tu as bien fait, dit-elle. Le Seigneur t'a conduit, et mère Abigail va te donner à manger. Vous êtes tous les bienvenus, continua-t-elle d'une voix plus forte. Nous ne pourrons pas rester longtemps, mais avant de partir, nous allons nous reposer, nous allons rompre le pain ensemble, et nous allons apprendre à nous connaître. » Perchée dans les bras de l'homme qui conduisait le camion, la petite fille demanda d'une voix fluette. « Est-ce que vous êtes la plus vieille femme du monde ?»« Chut, Gina !» souffla la femme dans la cinquantaine. Mais mère Abigail éclata de rire, la main sur la hanche. « Peut-être bien, mon enfant, peut-être bien. » Elle demanda aux deux femmes, Olivia et June, d'étendre sa nappe à carreaux rouges sous le pommier, tandis que les hommes allaient cueillir du maïs. Il ne fallut pas longtemps pour le faire cuire. Bien sûr, il n'y avait pas de beurre, mais la margarine et le sel ne manquaient pas. Ils parlèrent peu durant le repas. On entendait surtout des bruits de mâchoires et parfois de petits grognements de plaisir. Elle eut chaud au cœur de voir ses invités faire honneur au repas qu'elle leur avait préparé. Sa longue course chez les Richardson n'avait pas été vaine, ni sa lutte contre les belettes. Ce n'était pas vraiment qu'ils avaient faim, mais quand vous ne mangez pratiquement que des conserves depuis un mois, l'envie vous prend de choses fraîches mijotées sur un fourneau. Abigail engloutit 3 morceaux de poulet, un épi de maïs et une petite part de tarte aux fraises et à la rhubarbe. Quand elle eut fini, elle se sentit aussi pleine qu'une grosse punaise gonflée de sang. Au café, le conducteur, un homme à la physionomie plaisante, qui s'appelait Ralph Brentner, lui dit « C'était bien bon, madame. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Nous devons tous vous remercier. » Et ce fut un concert de murmures approbateurs. Nick sourit et hocha la tête. « Je peux m'asseoir sur tes genoux, madame grand-mère ?» demanda la petite fille. « Oh, tu es trop lourde, ma chérie !» dit la plus âgée des deux femmes, Olivia Walker. « Oh, pas du tout !» répondit Abigail. « Le jour où je ne pourrai plus prendre un petit enfant sur mes genoux, ce jour-là, il faudra me mettre dans mon linceul. Allez, viens, Gina. » Ralph prit la petite et l'installa sur les genoux de la vieille dame. « Quand vous trouverez qu'elle est trop lourde, dites-le-moi. » Il chatouilla le nez de Gina avec la plume de son chapeau. Elle leva les mains en riant aux éclats. « Oh, ne me chatouille pas, Ralph, arrête !»« Oh, j'ai trop mangé pour te chatouiller longtemps, dit Ralph, en se rasseyant. « Qu'est-ce que tu t'es fait à ta jambe, Gina ?» demanda Abigail. « Je l'ai cassée en tombant de la grange, mais Dick l'a réparée. Ralph dit que Dick m'a sauvé la vie. » Elle envoya un baiser à l'homme aux lunettes cerclées de fer, qui rougit un peu, toussa et sourit.
Nick, Tom Cullen et Ralph étaient tombés sur Dick Ellis en plein milieu du Kansas. Ils marchaient le long de la route, un sac sur le dos, un bâton à la main. Dick était vétérinaire. Le lendemain, alors qu'ils traversaient la petite ville de Lindsborg, ils s'étaient arrêtés pour déjeuner. C'est alors qu'ils avaient entendu de faibles cris du côté sud de la ville. Si le vent avait soufflé de l'autre côté, ils seraient repartis sans rien entendre. « Béni soit Dieu, dit Abigail, d'une voix solennelle, en caressant les cheveux de la petite fille. Gina était seule depuis 3 semaines. La veille ou l'avant-veille, elle était en train de jouer dans le grenier à foin de la grange de son oncle quand une planche pourrie avait cédé. Elle avait fait une chute de plus de 10 mètres. Heureusement, le foin répandu par terre avait amorti sa chute, mais elle s'était cassé la jambe. Au début, Dick avait cru qu'elle ne s'en tirerait pas. Il lui avait fait une anesthésie locale avant de remettre sa jambe. Elle avait tellement maigri, et son état général était si mauvais, qu'il craignait qu'une anesthésie générale ne la tue. Et pendant qu'on racontait son histoire, Gina McCone jouait paisiblement avec les boutons de la robe de Mère Abigail. Mais Gina s'était rétablie avec une rapidité étonnante. Aussitôt, elle s'était prise d'affection pour Ralph et son joli chapeau. À voix basse, Ellis expliqua qu'à son avis, la petite avait surtout souffert de la solitude. « Naturellement, dit Abigail. Si vous ne l'aviez pas trouvée, elle se serait éteinte toute seule. » Gina bâilla. Ses yeux étaient perdus dans le vague. « Je vais la coucher, dit Olivia Walker. « Installez-la dans la petite chambre, au bout du couloir, répondit Abigail. « Vous pouvez dormir avec elle si vous voulez. Et vous, ma fille, comment vous appelez-vous déjà? J'ai oublié. »« June Brickmeyer, dit la rouquine. « Eh bien, vous pouvez dormir dans ma chambre, June, si le cœur vous en dit. Le lit n'est pas assez grand pour 2 personnes, et je ne pense pas que vous ayez envie de dormir avec un vieux sac d'os comme moi. Mais il y a un matelas au grenier, si les souris ne l'ont pas mangé. Les hommes ne demanderont pas mieux que de le descendre pour vous. »« Oh, bien sûr, dit Ralph. » Olivia alla coucher Gina, qui s'était endormie. Il faisait déjà noir dans la cuisine, plus animé qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mère Abigail se leva en poussant un petit gémissement et alluma les 3 lampes à pétrole, une pour la table, une autre qu'elle posa sur le poêle, le Blackwood de fonte se refroidissait en craquant de plaisir, et la dernière sur l'appui de la fenêtre. La nuit recula un peu. Après tout, la manière d'autrefois est peut-être la meilleure. C'était Dick qui venait de parler. Ils le regardèrent tous. Il rougit et tout sauta. Abigail étouffa un petit rire. « Je veux dire, reprit Dick, très intimidé, que c'est le premier vrai repas que je fais depuis le 13 juin, je crois, le jour où l'électricité a été coupée. Ma femme, elle, faisait vraiment très bien la cuisine. Elle... » Mais il s'arrêta. Olivia revenait. « La petite dort à point fermé. Elle était vraiment fatiguée. »« Est-ce que vous faites vous-même votre pain » demanda Dick à Mère Abigail. « Naturellement, répondit-elle, et depuis toujours. Mais je n'ai plus de levure. Ce n'est pas très grave, parce qu'il y a d'autres recettes. »« J'ai très envie de pain, dit Dick. Hélène, ma femme, elle faisait du pain 2 fois par semaine. Et ces derniers temps, on dirait que je n'ai envie que de ça. Donnez-moi 3 tartines de pain, un peu de confiture de fraises, et je crois que je pourrais mourir heureux. »« Tom Cullen est fatigué, dit Tom tout à coup. Oh là là, fatigué, fatigué. Et il bâilla à se décrocher la mâchoire. Allez-vous coucher dans la remise lui proposa Abigail. Elle sent un peu le moisi, mais vous serez au sec. Ils écoutèrent un moment le bruissement paisible de la pluie dans les feuilles. Il pleuvait depuis près d'1 heure. Dans la solitude, ce bruit aurait été lugubre, mais avec tous ces gens, c'était un murmure agréable, secret, intime. La pluie gargouillait dans les gouttières de zinc et coulait dans la grosse barrique qui était installée derrière la maison. Le tonnerre gronda dans le lointain, très loin, au-dessus de l'Iowa. « Vous avez des sacs de couchage » demanda Abigail. « Oui, oui, nous avons tout ce qu'il faut » répondit Ralph. « Nous serons très bien. Allez, viens, Tom. »« Je me demandais, » dit Abigail, « si vous et Nick ne pourriez pas rester un peu. » Nick était assis derrière la table, en face du fauteuil à bascule où la vieille femme se balançait. « J'aurais cru, se dit-elle, qu'un homme qui ne peut pas parler se serait senti perdu au milieu de tous ces gens, qu'il aurait voulu disparaître dans son coin. Mais ce n'était pas ce qui s'était passé avec Nick. Il était assis, parfaitement immobile, et suivait attentivement la conversation, comme le montrait l'expression de son visage. Un visage ouvert et intelligent, mais déjà rongé par les soucis.
Plusieurs fois, au cours de la soirée, elle avait remarqué que les autres l'observaient, comme pour lui demander son approbation. Plusieurs fois aussi, elle l'avait vu regarder par la fenêtre d'un air inquiet. « Mais avant, vous pourriez me descendre le matelas ?» demanda June. « Oui, je vais m'en charger avec Nick, » répondit Ralph en se levant. « Je veux pas aller tout seul dans la remise, » dit Tom. « Oh là là, mais alors, sûrement pas. »« Ne t'en fais pas, je vais t'accompagner, mon bonhomme, » répondit Dick. « On va allumer une lampe, et puis on va se coucher. »« Merci beaucoup, madame. Grâce à vous, nous avons passé une soirée très agréable. » Les autres lui firent écho. Nick et Ralph descendirent le matelas, intact fort heureusement. Tom et Dick s'installèrent dans la remise où la lampe s'alluma bientôt. Peu à peu, Nick, Ralph et Mère Abigail se retrouvèrent seuls dans la cuisine. « Est-ce que vous me permettez de fumer, madame ?» demanda Ralph. « Si vous ne jetez pas vos cendres par terre, » répondit-elle. « Il y a un cendrier dans l'armoire, juste derrière vous. » Ralph se leva pour aller le chercher. Abby dévisageait Nick. Il était vêtu d'une chemise kaki, d'un blue jean et d'un vieux coupe-vent de coton. Quelque chose lui faisait penser qu'elle le connaissait déjà, ou qu'il était écrit qu'elle devait un jour le connaître. En le regardant, elle éprouvait une sensation paisible d'achèvement, de certitude, comme si ce moment avait depuis toujours été décidé par le destin. Comme si, à une extrémité de sa vie, il y avait eu son père, John Fremantle, grand, noir et fier, et à l'autre cet homme, jeune et muet, avec ses yeux brillants et expressifs qui l'observaient, avec ce visage déjà usé par l'inquiétude. Elle jeta un coup d'œil dehors et vit la lampe qui éclairait un petit bout de sa cour par la fenêtre de la remise. Elle se demanda si elle sentait encore la vache. Il y avait bien 3 ans qu'elle n'y était pas entrée. Pourquoi faire ? Elle avait vendu sa dernière bête, Daisy, en 1975. Pourtant, en 1987, la remise sentait encore la vache. Et probablement encore aujourd'hui. Tant pis. Après tout, il y avait des choses qui sentaient plus mauvais. « Madame ?» Elle se retourna. Ralph s'était assis à côté de Nick, un bloc-notes à la main. Il clignait les yeux, ébloui par la lampe. Sur ses genoux, Nick tenait un bloc de papier à lettres et un crayon à billes. « Nick dit... » commença Ralph, puis il s'arrêta pour s'éclaircir la voix, gêné. « Continuez, dit-elle. Nick dit qu'il a du mal à lire sur vos lèvres, parce que... »« Oh, je crois savoir pourquoi, » dit Abigail. « Ne vous inquiétez pas. » Elle se leva et s'avança d'un pas traînant vers le vaisselier. Sur la 2e étagère se trouvait un bol de plastique et dans le bol un dentier qui flottait dans un liquide laiteux. Elle pêcha l'objet et le rinça à l'eau du robinet. « Seigneur Jésus, que je n'aime pas ça, » dit Mère Abigail en mettant son dentier. « Mais il faut que nous parlions. Vous êtes les 2 chefs. Nous devons décider certaines choses. »« Je ne suis pas un chef, » dit Ralph. « J'ai toujours travaillé en usine et un peu sur la ferme. J'ai les mains plus solides que la tête. C'est Nick qui est le chef. »« C'est vrai ?» demanda Abigail en regardant Nick. Nick écrivit quelque chose et Ralph lut son message. « C'est moi qui ai eu l'idée de venir ici, oui, mais je ne sais pas si je suis le chef. »« Nous avons rencontré June et Olivia à 150 kilomètres d'ici, » ajouta Ralph. « C'était avant-hier, c'est bien ça, Nick ?» Nick hocha la tête. « On allait tous vous voir, Mère Abigail. Les femmes allaient au nord, elles aussi, comme Dick. On a décidé de faire la route ensemble. »« Avez-vous rencontré d'autres gens ?» demanda Abigail. « Non, » écrivit Nick. « Mais j'ai l'impression, Ralph aussi, que d'autres gens se cachent, qu'ils nous surveillent. Ils ont peur, peut-être, ils sont encore sous le choc. » Abigail approuva d'un signe de tête. Nick écrivit encore. « Dick nous a dit qu'il avait entendu une moto la veille du jour où il nous a rencontrés. Il doit y avoir d'autres gens par ici. Et je crois que ce qui leur fait peur, c'est que nous sommes un groupe déjà assez important. »« Mais pourquoi êtes-vous venu ici ?» questionna la vieille femme en plissant les yeux. Nick écrivit. « J'ai rêvé de vous. Dick et Lys aussi, une fois. Et la petite fille, Gina, vous appelait maman-grand-mère, bien avant qu'on arrive ici. Elle a décrit votre maison et la balançoire avec le pneu. »« Bénie soit la petite enfant, » dit Mère Abigail d'un air absent. « Et vous ?» demanda-t-elle en se tournant vers Ralph. « 1 ou 2 fois, madame, » répondit Ralph en se passant la langue sur les lèvres. « Moi, je rêvais surtout à l'autre type. »« Quel autre ?» demanda Abby. Nick écrivit quelque chose.
entoura d'un cercle ce qu'il avait écrit, puis lui tendit son bloc. Mère Abigail avait du mal à lire sans ses lunettes ou sans la grosse loupe qu'elle avait achetée à Hemmingford Center l'année dernière. Mais ce message, elle pouvait le lire. Il était écrit en grosses lettres, comme l'écriture de Dieu sur le mur du palais du roi Balthazar. Et le cercle qui l'entourait la fit frissonner. Elle pensa aux belettes qui fourmillaient sur la route, qui tiraillaient son sac avec leurs petites dents pointues comme des aiguilles. Elle pensa à un œil rouge qui s'ouvrait dans le noir, qui regardait, cherchait, non pas seulement une vieille femme, mais tout un groupe d'hommes et de femmes, et une petite fille. Les mots encerclés étaient ceux-ci: l'homme noir. Elle plia la feuille de papier, la déplia, la replia encore, oubliant que ses doigts arthritiques lui faisaient si mal. « Je sais que nous devons aller à l'ouest, dit-elle. Le Seigneur Dieu me l'a dit en rêve. Je ne voulais pas l'écouter. Je suis une vieille femme, et tout ce que je veux, c'est mourir sur ce petit bout de terre. La terre de ma famille depuis 112 ans. Mais il est dit que ce n'est pas là que je mourrai, pas plus que Moïse n'est allé à Canaan avec les enfants d'Israël. » Elle s'arrêta. Les deux hommes la regardaient dans la lumière de la lampe à pétrole. Dehors, la pluie continuait à tomber, fine et tenace. Le tonnerre ne grondait plus. « Seigneur, pensa-t-elle, ce dentier me fait un mal de chien. Je voudrais bien l'enlever et aller me coucher. » « J'ai commencé à faire ces rêves il y a 2 ans, reprit-elle. J'ai toujours rêvé, et parfois mes rêves se réalisent. La prophétie est un don de Dieu, et tout le monde est un peu prophète. Dans mes rêves, je m'en allais vers l'ouest. D'abord avec quelques personnes, puis avec d'autres, et d'autres encore. À l'ouest, toujours à l'ouest, et je voyais un jour les montagnes rocheuses. Nous formions une véritable caravane, 200 personnes, plus peut-être. Il y avait des signes. Non, pas des signes de Dieu, des panneaux indicateurs. Boulder, Colorado, 965 km, ou encore direction Boulder. Elle s'arrêta. Ces rêves me faisaient peur, reprit-elle, tellement peur que je n'en ai jamais parlé à personne. Je me sentais comme Job devait se sentir quand Dieu lui parla dans la tempête. J'ai même voulu croire qu'il ne s'agissait que de rêves, pauvre vieille femme qui fuit son Dieu, comme Jonas. Mais le gros poisson nous a avalés quand même, vous voyez. Et si Dieu dit à Abby « tu dois leur dire », alors je dois leur dire. J'ai toujours cru que quelqu'un allait venir à moi, quelqu'un de spécial, et qu'alors je saurais que le moment était arrivé. Elle regarda Nick, assis derrière la table, et Nick la regardait lui aussi, à travers la fumée de la cigarette de Ralph Brettner. « Et j'ai su que c'était toi quand je t'ai vu, Nick. Dieu a touché ton cœur de son doigt. Mais il a plusieurs doigts, et d'autres encore s'en viennent, loué soit Dieu, car il a posé son doigt sur eux aussi. Je rêve de lui, lui qui nous cherche en ce moment, et Dieu me pardonne, je le maudis dans mon cœur. » La vieille femme pleurait maintenant. Elle se leva pour boire un verre d'eau et se rafraîchir le visage. Ses larmes étaient ce qu'il y avait d'humain en elle, de faible et d'hésitant. Quand elle se retourna, Nick était en train d'écrire. Quand il eut terminé, il arracha la page de son bloc et l'attendit à Ralph. « Je ne sais pas s'il faut y voir l'œuvre de Dieu, mais je sais que quelque chose se prépare. Tous ceux que nous avons rencontrés faisaient route au nord, comme si vous aviez la réponse. Avez-vous rêvé aux autres, à Dick, à June ou à Olivia, ou peut-être à la petite fille ?»« Non, à aucun de ceux-là, dit Abigail. À un homme qui ne parle pas beaucoup et à une femme qui attend un enfant. À un homme à peu près de ton âge qui vient à moi avec sa guitare, et à toi, Nick. » Nick écrivit. « Et vous croyez que c'est une bonne idée d'aller à Boulder ?»« C'est ce que nous devons faire, » répondit mère Abigail. Nick resta un moment songeur devant son bloc-notes, puis il se remit à écrire. « Qu'est-ce que vous savez de l'homme noir? Savez-vous qui il est ?»« Je sais ce qu'il faut faire, » dit Abigail, « mais je ne sais pas qui il est. C'est le diable en personne. Les autres méchants ne sont que des diablotins, des petits voleurs, des petits violeurs, des petits voyous. Mais il va les appeler, il a déjà commencé, et il les rassemble beaucoup plus vite que nous nous rassemblons. Et quand il sera prêt, je crois qu'ils seront beaucoup plus nombreux que nous. Pas simplement les méchants, comme lui, mais les faibles, les solitaires, ceux qui ont chassé Dieu de leur cœur. Il n'existe peut-être pas, écrivit Nick, peut-être. Il s'arrêta, réfléchit en suçant le bout de son stylo, puis il se remit à écrire. Peut-être qu'il nous fait peur simplement, qu'il nous force à nous débarrasser de ce que nous avons de mauvais.
Peut-être que nous rêvons à des choses que nous avons peur de faire. » Ralph fronçait les sourcils en lisant, mais Abigail comprit aussitôt ce que Nick voulait dire. Et ce qu'il disait n'était pas tellement différent de la parole des prédicateurs qui sillonnaient le pays depuis 20 ans. Satan n'existait pas vraiment, voilà ce qu'il disait. Le mal existait, et il venait sans doute du péché originel, mais il était enraciné en chacun d'entre nous, et l'extirper était aussi impossible que de faire sortir l'œuf de sa coquille sans le casser. Selon ces nouveaux prédicateurs, Satan était comme un puzzle, et chaque homme, chaque femme, chaque enfant sur terre ajoutait sa petite pièce qui constituait l'ensemble. Oui, toutes ces idées modernes paraissaient bien jolies. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas vraies. Et si Nick continuait à penser ainsi, l'homme noir n'en ferait qu'une bouchée. « Tu as rêvé de moi. Est-ce que j'existe » demanda-t-elle. Nick hocha la tête. « Et j'ai rêvé de toi. Est-ce que tu existes ?»« Oui, loué soit Dieu, tu es assis juste devant moi, avec ton bloc-notes sur les genoux. »« Eh bien, cet autre homme, Nick, il est aussi réel que toi. » Oh oui, il existait bel et bien. Elle pensait aux belettes, à l'œil rouge ouvert tout grand dans le noir, et lorsqu'elle se remit à parler, sa voix était rauque. « Il n'est pas Satan, dit-elle, mais lui et Satan se connaissent et ils tiennent conseil ensemble depuis longtemps. La Bible ne dit pas ce qui est arrivé à Noé et à sa famille après le déluge, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait eu une terrible bataille pour les âmes de ces quelques personnes, pour leurs âmes, leur corps et leurs pensées. Et je ne serais pas surprise si c'est exactement ce qui nous attend. L'homme noir est à l'ouest des Rocheuses pour le moment, et tôt ou tard il passera à l'est. Peut-être pas cette année, non, mais quand il sera prêt, et notre mission est de lui faire face. » Nick secouait la tête, troublé. « Oui, dit-elle d'une voix douce, tu verras. Des jours terribles nous attendent, des jours de mort et de terreur, de trahison et de larmes. Et nous ne serons pas tous là pour en voir la fin. »« Je n'aime pas trop toutes ces histoires, grommela Ralph. Est-ce que la vie n'est déjà pas suffisamment compliquée sans ce type dont vous parlez, Nick et vous ? Est-ce que nous n'avons pas assez de problèmes sans médecin, sans électricité, sans rien du tout ? Pourquoi cette histoire par-dessus le marché ? » « Je ne sais pas, dit Abigail. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il ne les explique pas aux petites gens, comme Abigail Fremantle. Si c'est ce qu'il veut, dit Ralph, alors j'aimerais bien qu'il prenne sa retraite et qu'un jeune vienne prendre sa succession. Nick écrivit. Si l'homme noir est à l'ouest, peut-être faudrait-il fuir vers l'est ? Abigail secoua la tête. Nick, répondit-elle patiemment, toute chose obéit au Seigneur. Ne crois-tu pas que l'homme noir lui obéit aussi ? Il lui obéit, même si nous ne comprenons pas ses desseins. L'homme noir te suivra où que tu ailles, car il obéit aux desseins de Dieu, et Dieu veut que tu le rencontres. Il ne sert à rien de fuir la volonté du Dieu Tout-Puissant. L'homme ou la femme qui essaie de fuir la volonté de Dieu finira dans le ventre de la bête. Nick griffonna quelques mots. Ralph lut le message, se gratta le nez, se dit qu'il aurait préféré ne pas savoir lire. Les vieilles dames n'aimaient pas du tout ces trucs-là, ce que Nick venait d'écrire. Mais Abigail allait sûrement crier au blasphème, réveiller tout le monde. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda Abigail. « Il dit... » Mais Ralph s'arrêta pour s'éclaircir la gorge. La grande plume de son chapeau frétillait. « Il dit, reprit-il, il dit qu'il ne croit pas en Dieu. » Le message transmis, il regarda ses chaussures d'un air malheureux, attendant l'explosion. Mais la vieille femme se contenta de tout sauter. Puis elle se leva, s'approcha de Nick et lui prit la main, la caressa. « Béni sois-tu, Nick. Ça n'a pas d'importance. Lui croit en toi. » Ils passèrent toute la journée du lendemain chez Abigail Fremantle, et ce fut pour eux le jour le plus beau depuis que la supergrippe s'en était allée, comme les eaux s'en étaient allées du mont Ararat. La pluie avait cessé de tomber à l'aube, et à 9 heures, le ciel était ensoleillé, parsemé çà et là de nuages. Le maïs luisait à perte de vue comme un tapis d'émeraude. L'air était frais, plus frais qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Tom Cullen passa la matinée à courir dans les rangs de maïs, les bras en croix, chassant devant lui des nuées de corneilles. Gina McCone, assise par terre à côté de la balançoire, jouait avec des poupées de carton qu'Abigail avait retrouvées au fond d'une malle dans le placard de sa chambre. Un peu plus tôt, Tom et la petite fille s'étaient bien amusés avec le garage Fisher-Price que Tom avait déniché dans le prise unique de May dans l'Oklahoma. Et Tom s'était fait un plaisir de se plier aux moindres caprices de Gina.
Dick Ellis, le vétérinaire, s'était approché de Mère Abigail et lui avait demandé sur le ton de la confidence si des voisins avaient eu des cochons autrefois. Bien sûr, avait-elle répondu, les Stoners ont toujours eu des cochons. Elle était assise sur la véranda, dans son fauteuil à bascule. Elle accordait sa guitare en regardant Gina jouer dans la cour, sa jambe dans le plâtre, allongée toute raide devant elle. « Est-ce que vous croyez qu'il en reste » demanda Dick. « Il faudrait aller voir, » dit Abigail. « Peut-être. Mais peut-être aussi qu'ils ont défoncé les portes et qu'ils sont en train de courir dans la nature. Peut-être aussi que je connais quelqu'un qui a rêvé d'une bonne côtelette de porc la nuit dernière. Si vous le dites, fit Nick. Mais avez-vous déjà tué un cochon demanda Abigail. Non, madame, répondit-il avec un large sourire. J'en ai purgé plus d'un, mais jamais tué. Comme on dit, j'ai toujours été non-violent. Et est-ce que vous croyez que vous et Ralph accepteriez de travailler sous les ordres d'une femme? Peut-être bien, répondit-il. 20 minutes plus tard, ils partaient tous les trois, Abigail coincée entre les deux hommes dans la cabine du pick-up Chevrolet, sa canne royalement plantée entre les genoux. Arrivés chez les Stoners, ils trouvèrent deux petits cochons pétants de santé dans la porcherie. Ils avaient si bonne mine qu'ils avaient sans doute mangé leurs petits camarades quand la nourriture avait commencé à manquer. Ralph installa la chèvre de Red Stoner dans la grange, et sous la direction d'Abigail, Dick réussit finalement à passer une corde autour de la patte arrière de l'un des petits cochons, qui se mit à couiner et à se débattre comme un démon. Les deux hommes l'amenèrent dans la grange, où ils le soulevèrent avec la chèvre, tête en bas. Ralph alla chercher dans la maison un couteau de boucher, qui faisait bien 1 mètre. « Mon Dieu, ce n'est pas un couteau, c'est un sabre » pensa Abigail. « Vous savez, je ne sais pas si je vais pouvoir, » dit Ralph. « Alors donnez-moi ça, » répondit Abigail en tendant la main. Ralph lança un regard perplexe à Dick, qui haussa les épaules, si bien qu'il tendit son couteau à la vieille femme. « Seigneur, » dit Abigail, « nous te remercions du don que tu vas bientôt nous faire, de ta magnificence. Béni soit ce cochon qui va nous nourrir tous. Amen. Écartez-vous, les gars, ça va gicler. » Elle trancha la gorge du porc d'un seul coup de couteau, et il est de ces choses qu'on n'oublie jamais, même avec l'âge. Puis elle recula aussi vite que ses jambes le lui permettaient. « Le feu est-il allumé sous la marmite » demanda-t-elle à Dick. « Un beau grand feu dans la cour. »« Oui, madame, » répondit respectueusement Dick, incapable de détourner les yeux du cochon. « Et les brosses » demanda-t-elle à Ralph. Ralph lui montra 2 grosses brosses de chien-dent. « Parfait, fit-elle. Alors emportez-le là-bas et flanquez-le dans l'eau. Quand tu l'auras bouilli un petit coup, les soies s'en iront toutes seules avec les brosses. Après, il suffira de peler Monsieur Cochon comme une banane. » Perspective qui apparemment ne les emballait pas. « Allons, du cœur, reprit la vieille dame. On ne peut quand même pas le manger tout habillé, il faut lui enlever sa pelure. » Ralph et Dick Ellis se regardèrent, avalèrent leur salive, puis décrochèrent le porc de la chèvre. À 3 heures de l'après-midi, tout était fini. Ils étaient de retour chez Abigail à 4 heures, avec l'heure plein de viande. Ce soir-là, il y eut des côtelettes de porc à dîner. Les 2 hommes ne mangèrent pas de grand appétit, mais Abigail en avala 2 à elle seule, en faisant craquer la graisse croustillante sous son dentier. Rien de tel que la chair fraîche, quand vous êtes le boucher. Il était un peu plus de 9 heures. Gina dormait, et Tom Cullen somnolait sur le fauteuil à bascule de Mère Abigail sur la véranda. Des éclairs de chaleur zébraient le ciel, loin à l'ouest. Les autres étaient tous dans la cuisine, à l'exception de Nick, qui était parti se promener. Abigail comprenait son désarroi, et son cœur était avec lui. « Dites, vous n'avez pas vraiment 108 ans » demanda Ralph. « Attendez un peu, » répondit Abigail. « Je vais vous montrer quelque chose. » Elle alla chercher dans sa chambre la lettre encadrée du président Reagan dans le premier tiroir de sa commode. Puis elle revint et tendit le petit cadre à Ralph. « Lisez donc ça, mon petit. » Ralph se mit à lire. « À l'occasion de votre 100e anniversaire, vous êtes au nombre des 72 centenaires des États-Unis d'Amérique. Tous nos vœux et félicitations du président Ronald Reagan, le 14 janvier 1982. » Il leva de grands yeux quand il eut terminé sa lecture. « Eh bien, je veux bien qu'on me pende par les cou... » Mais il s'arrêta, rouge de confusion. « Oh, excusez-moi, madame. »« Vous avez dû en voir des choses » s'exclama Olivia. « Oh, rien à côté de ce que j'ai vu depuis 1 mois, » soupira Abigail, « ou à côté de ce que je vais bientôt voir. » La porte s'ouvrit et Nick entra. La conversation s'arrêta aussitôt, comme s'ils attendaient tous son arrivée.
À son expression, elle vit qu'il avait pris sa décision, et elle crut savoir laquelle. Nick lui donna le billet qu'il avait écrit sur la véranda à côté de Tom. La vieille femme le tendit à bout de bras pour le lire. « Nous devrions partir demain pour Boulder. » Elle leva les yeux, regarda Nick et hocha lentement la tête. Puis elle donna le billet à June, qui le donna à son tour à Olivia. « Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire, » dit Abigail. « Je n'en ai pas plus envie que vous, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui t'a décidé, mon fils ?» Il haussa les épaules, le visage fermé, et la montra du doigt. « Qu'il en soit ainsi, » dit Abigail. « Je fais confiance au Seigneur. » Et Nick pensa. « J'aimerais bien pouvoir lui faire confiance. » Le lendemain matin, le 26 juillet, Dick et Ralph partirent pour Columbus dans la camionnette de Ralph après une brève discussion. « J'aime bien mon vieux camion, » soupira Ralph, « mais si tu dis qu'il faut en changer, Nick, ce sera comme tu veux. »« Ne traînez pas en route, » avait écrit Nick. Ralph se mit à rire et regarda autour de lui dans la cour. June et Olivia faisaient la lessive dans un grand baquet. Tom était dans le champ de maïs, en train d'épouvanter les corneilles, occupation dont il ne semblait pas se lasser. Gina jouait avec le garage et les petites voitures. La vieille femme ronflait dans son fauteuil à bascule. « T'es drôlement pressé de te jeter dans la gueule du lion, Nicky, » ajouta Ralph. Nick écrivit. « Tu connais un meilleur endroit où aller ?»« Non, c'est vrai, » répondit Ralph. « Ça ne sert à rien de tourner en rond. On se sent inutile. Pour se sentir bien, il faut se donner un but. T'as déjà remarqué, non ?» Nick fit un signe de tête. Ralph lui donna une grande tape sur l'épaule et s'éloigna. « Bon alors, on y va, Dick ?» Tom Cullen sortait à toutes jambes de son champ de maïs, la chemise et le pantalon couverts de longs cheveux blonds. « Moi aussi, Tom Cullen veut faire un tour. Ah oui, oui !»« Alors viens, » dit Ralph. « Mais regarde-toi, t'es couvert de barbe de maïs, de la tête aux pieds. Et tu n'as même pas attrapé une seule corneille. Je vais te nettoyer un peu. » Avec un large sourire, Tom laissa Ralph brosser sa chemise et son pantalon. Pour Tom, pensa Nick, ces 2 dernières semaines avaient sans doute été les plus heureuses de sa vie. Il était entouré de gens qui l'acceptaient et qui l'aimaient. Et pourquoi pas ? Oui, il était simple d'esprit, mais il était quand même un être humain, chose relativement rare dans ce monde nouveau. « À tout à l'heure, Nicky !» dit Ralph en s'installant au volant de la Chevrolette. « À tout à l'heure, Nicky !» répéta Tom Cullen, toujours souriant. Nick les regarda s'éloigner, puis se dirigea vers la remise, où il trouva une vieille caisse et une boîte de peinture. Il défit l'un des côtés de la caisse et le cloua sur un long piquet. Puis il sortit avec sa pancarte et le pot de peinture dans la cour, où il se mit à peindre, tandis que Gina le regardait faire par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qu'il écrit ?» demanda la fillette à Olivia. Elle lui lut le message. « Nous partons à Boulder, au Colorado. Nous prendrons uniquement des routes secondaires pour éviter les embouteillages. Communiquez sur CB, canal 14. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda June, qui arrivait. Elle prit Gina dans ses bras et regarda Nick installer la pancarte à l'endroit où la route de terre se perdait dans la cour de Mère Abigail. Il enfonça profondément le piquet dans la terre pour que le vent ne la renverse pas. Il y avait souvent des tornades dans la région, et il pensa à celle qui avait failli les emporter, Tom et lui, à cette horrible peur qu'il avait eue dans l'abri. Il écrivit un message et le tendit à June. « Dick et Ralph vont revenir de Columbus avec une radio. Il faudra garder l'écoute sur le canal 14. »« Oh, c'est pas bête, » dit Olivia. Nick se tapa le front d'un air très sérieux, puis sourit. Les 2 femmes repartirent étendre le linge. Gina retourna à ses petites voitures, à cloche-pied. Nick traversa la cour, monta l'escalier et s'assit à côté de la vieille femme qui dormait encore. Il regarda le maïs et se demanda ce qu'ils allaient devenir. « Nick, ce sera comme tu veux. » Ils avaient fait de lui leur chef, sans qu'il sache pourquoi. Un sourd-muet ne peut pas donner d'ordre. On aurait presque dit une mauvaise plaisanterie. Dick aurait dû être leur chef. Tout avait commencé dès qu'ils avaient rencontré Ralph Brentner dans sa camionnette sur la route. Ralph disait quelque chose, puis jetait un coup d'œil à Nick, comme s'il attendait une confirmation. Et Nick regrettait déjà ces quelques jours, entre Choyo et Maille, avant Tom, avant les responsabilités. Il était facile d'oublier à quel point il s'était senti seul, la peur qu'il avait eue de devenir fou à cause de ses cauchemars. Et trop facile de se souvenir qu'il n'avait alors qu'à s'occuper de lui, petit pion, dans ce jeu terrible. « J'ai su que c'était toi quand je t'ai vu, Nick.
Dieu a touché ton cœur de son doigt? Non, je n'accepte pas ça, et je n'accepte pas Dieu non plus. Que la vieille femme rêve de son Dieu. Les vieilles femmes ont besoin de Dieu, comme elles ont besoin de lavement et de sachets de thé. Une chose à la fois, un pied devant l'autre, et on verra ensuite. D'abord, les emmener à Boulder. La vieille femme avait dit que l'homme noir existait vraiment, que ce n'était pas seulement un symbole psychologique. Il refusait de le croire, mais au fond de son cœur, il le savait. Au fond de son cœur, il croyait tout ce qu'elle avait dit, et il avait peur. Mais il ne voulait pas être leur chef. « C'est toi, Nick !» Une main lui serrait l'épaule. Il sursauta et se retourna. La vieille femme ne dormait plus. Assise dans son fauteuil à bascule, elle le regardait en souriant. « Je pensais à la crise de 1929, dit-elle. Tu sais qu'à une époque, toutes ces terres appartenaient à mon père, des hectares et des hectares. C'est pourtant vrai, pas facile pour un noir. Et puis, en 1902, j'ai joué de la guitare et j'ai chanté à l'association des agriculteurs. Il y a longtemps, Nick, très longtemps. » Nick lui fit signe de continuer. « C'était le bon temps, Nick, presque toujours en tout cas. Mais il faut croire que rien n'est éternel, sauf l'amour du Seigneur. Mon père est mort, on a divisé la terre entre ses fils, avec un petit bout pour mon premier mari, 15 hectares, c'est pas beaucoup. Et cette maison se trouve sur ce qui reste des 15 hectares. En fait, il n'en reste plus qu'un seul. Évidemment, je pourrais tout reprendre maintenant, mais ce ne serait plus pareil. » Nick tapotait la main décharnée de la vieille femme. Elle poussa un profond soupir. « Les frères ne s'entendent pas toujours très bien pour travailler ensemble. En fait, ils se disputent presque toujours. Regarde Caïn et Abel, tout le monde voulait commander et personne ne voulait travailler. Et puis, en 1931, la banque demande ses sous, alors ils comprennent. Ils en mettent un coup, mais c'est trop tard. Et en 1945, il ne reste plus que mes 15 hectares, là où se trouve maintenant la ferme des Goudel. » Pensive, elle chercha un mouchoir dans sa poche et s'essuya lentement les yeux. Finalement, il ne restait plus que moi, et je n'avais plus d'argent. Tous les ans, quand il fallait payer les impôts, ils en prenaient un peu plus pour payer ce que je devais. Moi, je regardais le bout de terre qui n'allait plus m'appartenir, et je me mettais à pleurer, comme je pleure maintenant. Un petit peu plus tous les ans, pour les impôts, voilà comment ça s'est passé. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. J'ai bien loué ce qui restait, mais ce n'était jamais assez pour leurs sales impôts. Ensuite, quand j'ai eu 100 ans, ils m'ont dit que je n'aurais plus jamais à payer d'impôts. Oui, c'est comme ça. Ils te font un cadeau quand ils t'ont tout pris, sauf ce petit bout de terrain qui nous reste. Tu parles d'un cadeau. » Nick lui serra doucement la main en la regardant dans les yeux. « Oh, Nick, j'ai connu la haine de Dieu dans mon cœur. Celui qui aime Dieu le déteste aussi, car c'est un Dieu jaloux, un Dieu dur. Il est ce qu'il veut, et dans ce bas monde, on dirait bien qu'il préfère récompenser les bons en les faisant souffrir, alors que ceux qui font le mal roulent en Cadillac. Et même la joie de le servir est une joie amère. Je fais sa volonté, mais il m'est arrivé de le maudire dans mon cœur. Abby, dit le Seigneur, tu as du travail à faire, alors je vais te laisser vivre, et vivre encore, jusqu'à ce que ta peau colle sur tes os. Tu vas voir tous tes enfants mourir devant toi, et tu continueras ta route. Je vais te laisser voir partir la terre de ton père, petit bout par petit bout. Et finalement, ta récompense sera de t'en aller avec des étrangers, de quitter tout ce que tu aimes pour mourir en terre étrangère, sans même terminer ton travail. Telle est ma volonté, Abby. Voilà ce qu'avait dit le Seigneur. Et moi je réponds, oh mon Dieu, que ta volonté soit faite. Mais dans le fond de mon cœur, je le maudis, et je demande, pourquoi, pourquoi? Et la seule réponse que je reçois, c'est celle-ci. Où étais-tu quand j'ai fait le monde? Les larmes coulaient à flots sur ses joues et mouillaient son corsage. Et Nick s'étonna qu'il puisse encore y avoir tant de larmes dans le corps d'une si vieille femme, aussi sèche qu'une branche morte. Aide-moi, Nick. Je veux seulement faire ce qu'il faut faire. Il lui serra la main. Derrière eux, Gina riait, fascinée par le reflet du soleil sur les petites voitures. Dick et Ralph revinrent à midi. Dick était au volant d'une camionnette Dodge flambant neuve. Ralph conduisait une dépanneuse rouge équipée d'une pelle mécanique à l'avant, et debout à l'arrière, Tom faisait de grands gestes. Ils s'arrêtèrent devant la véranda, et Dick descendit de sa camionnette. « Il y a une cibite du tonnerre dans la dépanneuse, dit-il à Nick. 40 canaux. J'ai l'impression que Ralph est plutôt content. » Nick lui sourit. Les femmes s'étaient avancées pour admirer les deux camions.
Et du coin de l'œil, Abigail vit que Ralph s'était approché tout près de June pour lui montrer la radio. Elle en fut heureuse. Cette femme était une belle pouliche. Elle avait sûrement un beau petit nid douillet entre les cuisses, et elle ferait autant de petits qu'elle en voudrait. « Alors, quand est-ce qu'on part » demanda Ralph. « Dès qu'on aura mangé, » écrivit Nick. « As-tu essayé la radio ?»« Oui, » répondit Ralph, « pendant tout le trajet. Beaucoup de parasites. Il y a bien un squelch, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas très bien. Tu sais, je jurerais que j'ai entendu quelque chose, malgré les parasites, très loin. Peut-être que ce n'était pas des voix, mais je vais te dire la vérité, Nick, je n'ai pas tellement aimé ça. C'est comme ses rêves. » Un long silence tomba. « Bon, dit finalement Olivia, je vais faire un peu de cuisine. J'espère que ça ne vous dérange pas de manger du porc 2 jours de suite. » Personne ne protesta. À 1 heure, le matériel de camping, plus le fauteuil à bascule et la guitare d'Abigail, étaient chargés dans la camionnette, et le petit convoi s'ébranla, la dépanneuse en tête, pour déplacer avec sa pelle les obstacles éventuels. Ils prirent la route 30 en direction de l'ouest. Abigail était assise à l'avant, elle ne pleura pas. Sa canne était solidement plantée entre ses 2 jambes, finie de pleurer. Elle obéissait à la volonté de Dieu, et que sa volonté soit faite. Mais elle pensait à cet œil rouge qui s'ouvrait dans les profondeurs de la nuit, et elle avait peur.